Bonjour à tous, ou toutes même, parce que j'ai l'impression que nous sommes qu'entre femmes. Donc, je suis Aurélie Roland, je suis maître de conférence à l'Institut Agro Montpellier, où j'enseigne tout ce qui est œnologie, chimie des arômes, analyse sensorielle, on va dire tout ce qui est sciences des arômes au sens large. Et je fais ma recherche à l'UMR Sciences pour l'œnologie actuellement. Et donc aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un résumé des principaux résultats de recherche que j'ai pu obtenir dans le cadre de différentes collaborations. Alors avec certaines entreprises de la chaire, mais pas que, hein, parce que vous verrez qu'il y a d'autres partenariats et d'autres filières aussi, parce que j'apprécie de pouvoir faire de temps en temps un pas de côté pour justement m'inspirer d'autres modèles. Et donc aujourd'hui, ma conférence s'intitule Origine et devenir des arômes indésirables de type champignon frais dans les vins et dans les pommes. Alors, attendez, j'arrive pas à passer. Voilà. Donc, avant de rentrer vraiment dans le détail de l'ensemble des résultats, je voudrais faire un petit point littérature sur ce que nous savions en 2019 sur le cas des arômes de champignons frais, qui était quelque chose de caractérisé comme complexe, hein, c'est-à-dire multifactoriel et provenant d'altérations fongiques essentiellement euh, développées sur le raisin. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de données non plus disponibles pour tout ce qui pouvait être défaut de ce type-là sur les pommes. Donc à l'époque, en 2019, il y avait quelques marqueurs qui avaient été identifiés dans les vins et pouvant contribuer à ce défaut-là. Donc tout d'abord des composés avec 7 atomes de carbone, avec le 2-heptanol représenté ici, dont le seuil de perception olfactive aujourd'hui n'est pas connu et qui à l'époque et encore aujourd'hui avait été uniquement identifié dans des jus de raisin de sémillon. Beaucoup de composés en C8 ont été identifiés et caractérisés comme étant contributeurs à ce défaut de type champignon frais dans les vins. Parmi eux, certainement, vous avez entendu parler de la 1-octène-3-one, qui est la molécule représentée ici et qui a un seuil de perception extrêmement bas de 30 nanogrammes par litre, ce qui en fait un composé d'impact très fort. Mais cette partie de la molécule que j'ai encadrée en jaune ici peut se retrouver de différentes façons, on va dire, en fait, avec une diversité structurelle assez forte puisque vous voyez qu'on peut retrouver différentes molécules avec 8 atomes de carbone. Et ces composés, donc ces C8, ont été souvent identifiés à la fois dans des jus de raisin et dans des vins à défaut. Et enfin, plus récemment, à l'époque, ce sont les travaux de l'Université de Bordeaux sur les composés en C9, avec notamment la nonénone représentée ici, qui pouvaient aussi contribuer à ce défaut de type arôme de champignon frais, et là aussi avec des seuils de perception très bas, de l'ordre de 10 nanogrammes par litre. En parallèle de cela, donc en 2019, nous savions aussi qu'empiriquement, il avait été observé que la vinification pouvait révéler ce défaut, donc au cours de la vinification. Donc globalement, ce qui se passe, c'est que ce défaut présent sur une vendange altérée est en général inodore à l'étape préfermentaire. Alors inodore, pourquoi? Parce que peut-être que les composés libres n'étaient pas présents à ce stade-là, ou possiblement que ces composés, s'ils sont présents, ont des seuils de perception trop élevés. Et en revanche, le défaut devenait donc odorant et donc détectable par analyse sensorielle à la fin de la fermentation alcoolique et même au cours des étapes d'élevage pour l'obtention du vin de base. Donc les questions principales qu'on se posait à l'époque, c'était déjà de savoir quels sont les composés d'arômes pouvant être impliqués dans le défaut et pouvant permettre de discriminer les matrices à défaut de matrices saines. Et est-ce qu'il existait aussi des précurseurs, alors inodores ou d'autres molécules responsables, en tout cas, ou précurseurs indirects de ces composés dans la matrice mou. Donc la problématique générale des travaux de recherche qui ont été menés donc, à travers différentes collaborations était donc tout d'abord de mettre en évidence des composés aromatiques impliqués dans ce défaut ACF, alors à la fois dans les vins et dans les pommes, et surtout d'en connaître quel était leur métabolisme, alors soit au cours de la vinification ou alors au cours du processus de stockage des pommes. Donc j'ai structuré ma présentation en résultats scientifiques parce que ça me semblait le plus adéquat aujourd'hui pour pouvoir justement vous garder attentif après le déjeuner. Donc le premier résultat, tout d'abord que nous avons réussi à obtenir, c'est l'identification de deux nouveaux marqueurs impliqués dans le défaut arôme de champignons frais. Donc tout d'abord la 1-hydroxyoctanone, sur lequel nous avons à la fois validé le fait que c'était un marqueur analytique, un marqueur sensoriel du défaut,
et plus récemment l'octane 1,3-diol pour lequel nous avons validé son rôle de marqueur analytique. Alors, je vais vous exposer en gros la stratégie que nous avons mis en place pour arriver à ce résultat-là. Donc tout d'abord, lorsque nous avons initié ces travaux, nous avons utilisé ce qu'on appelle une approche GCMS non ciblée. Donc en gros, nous avons pris deux mous, euh, donc un mou sain avec 0% de pourriture et un mou altéré avec 10% d'altération. Et nous avons analysé dessus quels étaient les composés d'arômes potentiellement différents entre les deux matrices. Et nous avons pu, grâce à cette approche-là, identifier deux signaux spécifiques qui sont représentés ici. Le premier, ici, correspondant à l'hydroxyoctane 3-on, et le second, ici, de plus faible intensité, correspondant à l'octane 1,3-diol. Ces composés étant non commerciaux à ce jour, nous avons donc décidé tout d'abord de développer une méthode analytique pour les quantifier, mais surtout une stratégie de synthèse pour pouvoir disposer de standards analytiques. Donc, dans un second temps, c'est ce que nous avons fait au laboratoire. Nous avons donc synthétisé des composés purs, donc en développant des stratégies de synthèse permettant à la fois d'obtenir des composés naturels et des composés marqués avec des isotopes stables, donc marqués sur cette position spécifique ici du squelette carboné pour avoir les composés les plus stables possibles dans la matrice analogique. Dans un second temps, nous avons développé cette fois-ci une méthode ciblée d'analyse de ces composés par chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem et une quantification par dilution isotopique. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle ne requiert aujourd'hui aucune préparation d'échantillons, c'est-à-dire uniquement une étape de centrifugation. Elle a une haute cadence analytique puisque nous avons un temps de run de 15 minutes par échantillon et c'est une méthode que nous avons intégralement validée selon les recommandations de l'OIV en termes de performance analytique. Et il faut savoir que cette même stratégie, nous l'avons validée également dans la matrice POM et utilisée donc récemment dans des publications. Et cette méthode a ensuite été utilisée pour screener tout un tas de mous altérés pour lesquels nous avons donc pu mettre en évidence le rôle de marqueur analytique de l'hydroxyoctanone et de l'octandiol dans les mous et dans les vins à défaut, avec des concentrations souvent allant jusqu'à quelques dizaines de microgrammes par litre. Enfin, dans un troisième temps, et spécifiquement concernant l'hydroxyoctanone, nous avons aussi mis en évidence dans les travaux de thèse de Léa Delcros que cette molécule avait un rôle de marqueur sensoriel de vin à défaut, puisque ce que l'on voit ici, ce sont donc 17 vins qui avaient été à l'époque collectés lors du millésime 2017, pour lesquels nous avions fait donc de l'analyse sensorielle et noté l'intensité ACF de 0 non perçu à 5 très fortement perçu, et pour lesquels nous avions dosé l'hydroxyoctanol dans ces vins-là. Et donc, on avait bien mis en évidence qu'il y avait une très bonne corrélation chimique entre le marqueur analytique et l'impression sensorielle mesurée par le jury. Donc, tout ça avait été validé par un test de Spearman, dont vous avez les valeurs ici. Pour aller un petit peu plus dans le détail de l'implication sensorielle, cette molécule-là avait été décrite comme champignon frais dans des vins de base à travers des analyses de type RATA, pour Rate All That Apply, et plus récemment, par des analyses par GC olfactométrie, nous avons aussi été capables de démontrer que la 1-hydroxyoctane 3-on dans des compotes de pommes donnait donc l'arôme de type champignon, moisi ou liège dans des matrices contaminées de pommes. Donc confirmant là aussi son rôle sensoriel dans le défaut. Donc, deuxième ensuite résultat que nous avons obtenu à travers les travaux de recherche, ça a été de la caractérisation donc, de ces deux marqueurs, l'hydroxyoctanone et l'octandiol, à la fois sous forme de composés d'arômes libres dans la matrice mou et sous forme de précurseurs glycosidiques, hein, à la fois donc, dans la matrice mou et aussi dans la matrice pomme. Et donc, je vais vous présenter les résultats concernant cela. Donc, en utilisant la méthode de référence précédemment exposée, nous avons été capables donc de caractériser pour la première fois l'hydroxyoctanone à gauche et l'octandiol à droite dans des mous à la fois sains et altérés obtenus
par collecte dans la région de Champagne. Et donc, nous avons été capables de démontrer que l'hydroxyoctanone et le diol présentaient des teneurs plus élevées dans les échantillons altérés que dans les échantillons contrôle. Et souvent, le seuil critique se situe autour de 3 microgrammes par litre pour l'hydroxyoctanone pour basculer quelque part dans la catégorie altération. Si on regarde maintenant la même méthode appliquée à des échantillons de vin pour lesquels nous avions fait un screening de 62 échantillons, nous avons également obtenu une discrimination nette entre les vins à défaut des vins contrôle, avec des teneurs plus élevées dans les vins à défaut en hydroxyoctanone et en diol que dans les vins contrôle. Et si l'on compare donc les échantillons de vin au regard des échantillons de mou, souvent ce qui ressort, c'est que les teneurs en hydroxyoctanone notamment sont plus élevés dans les vins que dans les mous, suggérant quelque part que potentiellement des précurseurs d'arômes puissent exister et soient donc passés ici quelque part de façon indétectable au niveau de l'analyse. Si l'on regarde maintenant un petit peu la tendance que l'on obtient sur les pommes, donc pour ce faire, nous avons screené une large quantité de pommes, donc vous voyez plus d'une centaine d'échantillons, donc avec une grosse quantité d'échantillons contrôle, 146 ici en vert, et une grosse dizaine, on va dire, en rouge représentée sur les diagrammes. Nous avons obtenu là aussi que l'hydroxyoctanone à gauche était plus fortement concentré dans les pommes à défaut et de la même façon pour les dioles. Par contre, ce qui est très intéressant ici, au regard de ce qu'on avait pu voir sur les mous, c'est que les teneurs ici en diol, vous voyez, sont extrêmement importantes. On est de l'ordre de quelques milligrammes par kilogramme, c'est-à-dire 1000 fois plus concentré que dans les mous. Ce qui sous-entend ici que ce composé, et ça avait été déjà démontré dans la littérature, est endogène de la pomme. Et si on regarde plus en détail dans la littérature les fonctions biologiques de ce composé, il est caractérisé avec des propriétés antifongiques. Donc on peut tout à fait imaginer que la pomme biosynthétise ce composé quelque part pour se protéger d'altérations fongiques, normalement quand tout se passe bien dans la nature. Donc l'autre résultat, ou en tout cas l'autre piste qu'on s'était permis d'investiguer dans ces résultats, c'était de voir s'il existait des précurseurs d'arômes de ces composés, puisqu'on sous-entend leur présence avec des teneurs plus élevées dans les vins que dans les mous. Et donc avant de rentrer dans l'analyse des résultats, j'aimerais là aussi faire un petit pas du côté de la littérature pour vous expliquer en général ce qui est détaillé pour leur biosynthèse. Donc de façon générale, les composés en C8 peuvent être produits de différentes façons. Ce qui est très bien décrit, c'est qu'ils peuvent provenir de la dégradation d'acides gras dans le règne fongique. Et c'est très détaillé, notamment dans le cas de la production de l'octénol. Les voies de biosynthèse sont très claires dans la littérature. Et on sait aussi que certains précurseurs glycosidiques, notamment pour l'octénol ici ou l'octanol, existent et ont été référencés dans des mous de chardonnay. Et on sait aussi que dans la pomme, notamment pour l'octandiol, il y a énormément de précurseurs glycosidiques qui existent. Sous-entendu, la pomme est capable de produire la molécule libre, mais aussi de la glycosylée pour pouvoir la stocker. Donc la question que l'on s'est posée, c'est existe-t-il des précurseurs glycosidiques, notamment de l'hydroxyoctanone dans les mous, pour s'assurer que lorsqu'on analyse la forme libre, quelque part, on ne va pas passer à côté d'un réservoir important de précurseurs. Donc en pratique, nous avons utilisé différents mous, donc un mou contrôle ici et un mou contaminé par le comité Champagne avec le champignon Crustomycès subrabructus. Alors ce champignon est connu pour être un fort producteur d'hydroxyoctanone et donc nous avons comparé les teneurs d'aglycone relargués enzymatiquement. Je m'explique. Lorsque les précurseurs, on les clive avec une enzyme, on récupère la partie aglycone, qui est la partie aromatique, et nous l'avons analysé en GCMS de façon indirecte, ce qui sous-entend qu'on a des concentrations qui sont uniquement estimées en équivalent de 4 nonanol. Donc si on regarde les résultats, on s'aperçoit qu'entre le mou contrôle et le mou contaminé, on a bien des aglycones de 3-octanol en bleu et de 1-octène 3-ol en rose, que ce soit dans le mou contrôle et dans le mou contaminé, ce qui sous-entend que ces composés sont naturellement produits par le raisin et ne proviennent pas d'altérations fongiques. On a même les mêmes teneurs des deux côtés.
En revanche, lorsqu'on regarde l'hydroxyoctanone ici en jaune, on voit bien qu'il y a une forte proportion d'aglycones libérés uniquement dans le mou contaminé, ce qui sous-entend que ce composé est à la fois spécifique de l'altération et que possiblement les niveaux sont modulés par le type d'altération fongique. C'est ce qu'on a démontré dans les travaux donc, de Léa Delcroix en 2023. Si on applique la même stratégie maintenant au cas de la pomme, on obtient des résultats assez intéressants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, la pomme, lorsqu'elle est récoltée au mois de septembre, en général, elle est récoltée en sous-maturité. Et ensuite, elle va être stockée dans différentes conditions dans des chambres froides. Donc, soit dans des chambres froides avec un froid normal, c'est ce qui est représenté ici, c'est-à-dire qu'on abaisse la température pour ralentir la respiration du fruit et ralentir quelque part la crise climactérique et pouvoir alimenter au cours de l'année le consommateur. Ou alors, on peut stocker les pommes sous forme d'atmosphère contrôlée. Et donc là, on va abaisser la température et on va abaisser drastiquement la quantité d'oxygène présente également, de façon à quasiment bloquer la respiration de la pomme et donc de ce fait bloquer aussi énormément toute altération fongique qui puisse se développer dans la chambre froide. Donc, ce que nous avons analysé, c'est justement l'impact du stockage et au cours du temps, est-ce qu'il y avait une fraction glycosylée qui était produite. Donc, à récolte, ce qui est intéressant de voir que on ne possède que des formes libres d'hydroxyoctanone et sur des quantités très faibles, puisqu'a priori, il n'y a pas eu d'altération fongique, donc le défaut n'est pas installé à ce stade-là. Lorsque ces pommes, on les stocke en froid normal, à 2 et 4 mois, on voit que la proportion ici en vert d'hydroxyoctanone augmente, ce qui sous-entend quelque part que possiblement l'émergence du défaut se produit. Et de plus, on voit ici en orange que des formes glycosylées commencent à apparaître, ce qui sous-entend que, en plus d'être produites sous forme libre, on a aussi donc des précurseurs qui sont stockés par la peau. Si on regarde maintenant les mêmes résultats en atmosphère contrôlée, on voit qu'à 6, 9 et 11 mois de stockage, on n'a ni composé libre, ni composé sous forme de précurseur qui est détectable à ce stade-là, ce qui semble en tout cas ce qui semble plutôt en faveur de ce type de stockage. Et donc, quelque part, sur des stockages de pommes à long terme, il vaut mieux privilégier une atmosphère contrôlée pour éviter l'émergence de défauts. Avant de conclure sur cette partie-là, deux points intéressants. Donc, sur ces travaux-là, on a été capable d'améliorer notablement la méthode analytique et aujourd'hui, on est capable d'exprimer en valeur absolue la quantité de la fraction glycoside, ce qui n'était pas le cas dans les études précédentes. Et surtout, ces travaux-là, ou ces résultats nous ont permis d'aller plus en détail sur l'origine du défaut et de s'interroger sur le rôle de production du champignon. Est-ce qu'il y a des champignons qui vont promouvoir davantage la biosynthèse de ces composés ou pas? Et c'est ce que nous avons donc étudié en particulier dans le résultat numéro 3, où nous avons montré qu'effectivement, en fonction du type d'altération fongique, on va moduler le niveau de composants C8, à la fois dans les mous et à la fois dans la pomme. Donc aujourd'hui, je vais uniquement vous présenter les résultats qu'on a obtenus sur la pomme, parce que c'est potentiellement les plus marquants pour les présenter à l'oral comme ceci. Donc, de façon générale, on a procédé à partir d'une compote de pommes de Golden Delicious, pour laquelle on a donc inoculé différentes sources fongiques, donc Botrytis cinerea provenant de la pomme et de la tomate, un pénicillium, deux aspergillus, deux fusarium et un Thalaromyces. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à la purée contrôle qui ne possède pas, ou en tout cas possède des teneurs très faibles en hydroxyoctanone, on s'aperçoit que Penicillium digitatum est le plus fort producteur ici d'un hydroxyoctane 3-one, en comparaison des deux aspergillus et des autres qui n'en produisent pas. Si l'on regarde maintenant par rapport à l'octandiol, je vous ai dit au début, l'octandiol est vu comme un antifongique. Et on voit bien qu'aucun des champignons à ce stade-là n'est capable d'en produire plus que le contrôle. Et au contraire, on a des champignons qui vont plutôt dégrader l'octane 1,3-diol. C'est le cas notamment des deux souches ici de Botrytis. Et une des hypothèses que l'on a mis en avant, c'est la possibilité que Botrytis puisse glycosyler une partie
de l'octandiol et de ce fait inhiber quelque part son activité antifongique au sein du fruit. Enfin, dernier résultat, et là on va revenir en œnologie, et il concerne le devenir de l'hydroxyoctanone au cours de la fermentation, puisqu'on a été capable jusqu'à présent donc d'identifier des marqueurs, de les quantifier. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est bien qu'est-ce qu'ils deviennent au cours de la vinification. Est-ce qu'on est capable quelque part de gommer ce défaut au cours de la vinification? Et ce que nous avons mis en évidence, c'est qu'au cours de la fermentation alcoolique, l'hydroxyoctanone était partiellement dégradé par la levure et que donc, quelque part, ça pouvait moduler le profil sensoriel des vins obtenus. Donc, en termes de résultats, ce que nous avons démontré donc, proviennent ici des premiers travaux de Léal Delcros en 2023 pour lesquels nous avions pris trois matrices différentes contaminées par le fameux champignon producteur d'hydroxyoctanone, le Crustomyces subrepticus, et pour lequel nous avions fait des fermentations standardisées au laboratoire, ici à l'UMR Sciences pour l'œnologie, et analysé l'hydroxyoctanone avant et après fermentation. Et on voit bien qu'au cours de la fermentation, les teneurs en hydroxyoctanone étaient dégradées, suggérant quelque part que la levure était capable donc de dégrader ce composé en d'autres composés. Pour essayer de comprendre et d'identifier quels sont les composés qui ont été formés par cette dégradation, nous avons travaillé en collaboration avec la société L'Allemand un peu plus récemment à travers un stage de master pour lequel donc nous avons cherché à connaître le devenir de ce composé au cours de la fermentation alcoolique spécifiquement et de la fermentation malolactique ensuite. Et donc pour ce faire, nous avons dopé un mou synthétique avec ce composé-là et nous avons suivi son devenir au cours de la fermentation alcoolique en faisant des prélèvements à des moments clés de la fermentation et après fermentation malolactique. Et une fois que nous avons établi les mécanismes, nous avons validé dans un second temps ces résultats-là en matrice naturelle contaminée par le champignon Crustomyces subrepticus. En mou synthétique, nous avons démontré que 30% de l'hydroxyoctanone était converti en octane 1,3-diol, ce qui est intéressant d'un point de vue sensoriel, puisque possiblement on peut moduler en fonction de seuils de perception différents, on va moduler potentiellement le rendu sensoriel du vin. Et ce mécanisme, donc, nous l'avons également validé dans un mou, alors de mémoire, alors de meunier ou de pinot, je ne saurais plus dire là comme ça à l'oral, pour lequel nous avons comparé l'évolution ici de l'hydroxyoctanone et de l'octandiol à droite. Et on voit bien que la diminution significative de l'hydroxyoctanone, pardon, s'accompagne d'une production d'octandiol, validant quelque part le mécanisme formellement établi en conditions synthétiques. L'étalement des boîtes ici provient des différentes souches de levure que nous avons utilisées et qui montrent qu'en fonction de certaines souches, on peut avoir un métabolisme un petit peu plus contrasté les uns par rapport aux autres. Donc en termes de conclusion, depuis donc 6 années de collaboration et de travaux de recherche, nous avons fait des avancées significatives sur la compréhension du mécanisme de génération et d'évolution des arômes de champignons frais dans les vins, mais aussi dans l'industrie des fruits. Nous avons donc identifié deux nouveaux marqueurs, l'hydroxyoctane 3-one et l'octane 1,3-diol. Nous avons développé une méthode de caractérisation au débit qui nous permet aujourd'hui voilà, de pouvoir segmenter rapidement et efficacement ces composés. Évidemment que c'est une méthode qui est difficilement transposable à des conditions, on va dire, de terrain. Et aujourd'hui, on travaille sur d'autres collaborations à établir un diagnostic précoce qui pourrait permettre de répondre justement à cette question de transfert sur le terrain. Nous avons identifié donc des précurseurs glycosidiques, que ce soit sur le raisin ou sur la pomme, et que leur teneur évolue en fonction du mode de stockage pour la pomme notamment. On sait aussi que sur les raisins, finalement, ce réservoir glycosidique, il reste quelque part minime. Et si on se contente d'analyser la fraction libre, c'est suffisant pour pouvoir segmenter correctement les lots.
Et nous avons donc démontré plus récemment la dégradation partielle de l'hydroxyoctanone en octane 1,3-diol pendant la fermentation alcoolique et la fermentation malolactique. Et une des grosses perspectives de travail aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller plus en détail dans ces mécanismes donc, de dégradation de l'hydroxyoctanone, puisque je vous ai dit que seuls 30% étaient dégradés en octane-diol. Il en reste 70% aujourd'hui à élucider, pour lequel on a des pistes, et on essaie de voir justement comment ça peut impacter sur le profil sensoriel des vins. Donc, alors ça c'est compliqué. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin à tous ces projets. Donc, il y a beaucoup de noms que j'ai mis ici. J'espère n'oublier personne. En tout cas, toutes les personnes qui ont contribué au projet, que ce soit Sympathique, Dédale, les autres projets qui n'ont pas forcément de nom de projet. Et en tout cas, j'aimerais adresser une mention particulière à trois personnes qui ont contribué très très près à ces travaux-là, donc Léa Delcros, Sarah Ployon et Hippolyte Mouriot, et plus récemment Lilian Enoch qui a fait son stage avec nous et qui nous a permis voilà, de quelque part poser les bases des prochains projets. Et bien sûr, je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition si vous avez des questions.